bien le bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ma cousine Manon qui va nous parler d'un sujet dans lequel peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront. Il s'agit de la dépendance affective. Hello Manon. Hello. Ça va, t'es bien installée? Ah oui, je suis bien. Ouais. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi, la dépendance affective? Ouais, pas de souci. Donc déjà, j'ai une définition donc de la dépendance affective. Ouais. Donc la dépendance affective, c'est un individu va être dépendant en fait d'une personne pour avoir confiance en soi et justement avoir de l'estime de soi. Que ce soit notamment que ce soit au travail, que ce soit dans une relation amoureuse, dans un groupe d'amis. Cette personne va avoir tout le temps besoin d'être valorisée, mise en avant, recevoir beaucoup de compliments pour justement se sentir à l'aise avec elle-même. Mais le souci, c'est que ça devient vite toxique pour le reste de son entourage. Et ça devient une personne qui est compliquée à vivre au final, qui met beaucoup la pression du coup par rapport aux autres pour lui donner de l'attention. Ça devient constant, c'est une obsession en fait pour cette personne au final. Et souvent ça vient d'un trouble qui a pu se faire durant l'enfance en fait finalement, qui est par exemple un manque d'attention par rapport aux parents, manque d'affection ou alors de la violence tout simplement vécue par l'enfant, de la Des maltraitance. choses plus graves, ouais. Voilà, c'est ça. Et ou alors ça peut être par rapport à une relation précédente qu'on a eue qui s'est pas forcément bien passée et dont il y a eu tromperie, où il y a eu du mensonge, etc. Et du coup la personne n'a plus du tout confiance et elle a besoin en fait d'avoir des personnes qui seraient capables donc de l'aider à avoir confiance en elle et à retrouver ce besoin, sauf qu'en fait c'est pas du tout la bonne manière de le faire. Ouais. Et T'as déjà vécu ces choses-là, ouais. Moi, On connaît un petit Bah en fait c'est vraiment c'est quelque chose qui touche beaucoup les femmes. Ok. Généralement. La majorité, c'est les femmes. Il y a des hommes qui sont dépendants affectifs, mais c'est majoritairement chez les femmes parce que nous en tant que femmes, on a beaucoup idéalisé surtout les relations amoureuses, etc. Et c'est très important. Donc, on nous fait beaucoup croire au prince charmant. C'est ça, voilà. Alors que t'as vu, on a vite capté qu'il n'existe pas. Il est où en fait? On le cherche toutes. En fait, je comprends pas. Il y a eu un bug dans le système en fait. Oui, c'est ça. Genre, ils sont trop aléatoires. Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. On grandit avec cette idée-là. Mais c'est ça. Et du coup, nous, on nous dit aussi que du coup, l'homme va nous valoriser aussi par rapport à nous. Que les hommes ils vont nous faire des compliments, etc. Qu'on va vivre comme des princesses justement. Bah, comme dans les princes, voilà, dans les Disney et tout ça quoi, finalement. Ouais. Exactement. Et du coup quand on se rend compte que c'est pas ça, du coup en fait on devient dépendant affectif par la suite. Et du coup c'est... Ah, ça peut être une des raisons. Ouais. Et il y a aussi du coup au niveau psychiatrique, au niveau des maladies mentales. Ok. Donc ça peut aussi survenir d'une dépression, d'un isolement, de l'anxiété, etc. Qui peut en fait déclencher ça. Ou par exemple une personne en dépression va beaucoup va beaucoup s'isoler. Et du coup, elle va beaucoup dépendre des personnes autour pour re-avoir l'énergie d'être heureuse, etc. Donc, en fait, ça peut venir de là aussi au niveau des maladies. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on vit de la dépendance affective? Est-ce que ça se manifeste sous forme de crise? Est-ce que c'est plutôt quelque chose de constant? Comment ça se passe, toi qui en as déjà vécu? Qu'est-ce que tu ressens quand tu passes par là? Alors souvent ça se manifeste souvent avoir beaucoup d'attention de la personne, recevoir énormément de messages. On n'a pas du tout envie de se sentir seul en fait. Quand on est, par exemple, je parle en tant que personne dépendante affective en amour, je suis pas du tout dépendante affective en amitié. Ça y a pas de souci, genre les gens s'ils veulent partir ils partent. Mais comme j'ai dit, c'est compliqué de trouver un homme qui est là pour nous, qui nous fait beaucoup de compliments, etc. Et moi, je demandais beaucoup au niveau de ce point-là. Et du coup, en fait, t'as tout le temps envie que cette personne soit là. Et il n'y a pas, en fait, de possibilité que la personne dise non, en fait. Y a pas... La personne te dit non. Genre, pour toi, elle va t'abandonner, tu vois. Oui. Souvent, c'est une peur de l'abandon, comme j'ai dit, une peur d'être tout seul, une peur de la solitude. T'as pas envie d'être tout seul. Du coup, tu fais tout pour garder cette personne. Et moi, en tant que personne, j'ai beaucoup donné, même à donner mon corps pour que les personnes puissent rester. Oui.
parce que je pensais que c'était le seul moyen au final qu'elle reste, alors qu'au D'avoir final son attention. ça ne marche pas du tout. Vraiment, ne faites pas ça. Ouais. Je le dis, faites pas ça, ça marche pas. Donc dans tous les cas, voilà. Hein. Les gens, il y a plein de gens qui donnent leur corps et tout. C'est pas vous, votre corps, qui va changer grand chose, tu vois. Il faut se dire que, genre, s'ils ont envie d'aller voir ailleurs, qu'ils en peuvent plus ou qu'ils veulent plus, voilà, c'est comme ça. Mais on ressent beaucoup... En fait, c'est de la crainte, en fait, vraiment de perdre la personne. Ça devient une angoisse, en fait, parce qu'on est obsédé par cette personne. On est obsédé par son attention. On a besoin d'elle tout le temps. Que ce soit le matin, le midi, le soir, toute la journée, tous les jours, tout le temps. On se dit que si la personne, elle part, on va finir seul, qu'on n'aura plus personne. Et c'est vraiment... un sentiment qui angoisse en fait, ça fait partie je pense de l'anxiété, en général tout ça. Et après je pense qu'on est aussi beaucoup, on a été élevé dans un monde où on est fait pour être en couple. Il n'y a pas de possibilité de terminer célibataire, on force tout le monde à faire des enfants, à se mettre en couple. En gros, si à la fin de ta vie t'es pas en couple, t'as pas une maison, un labrador, des enfants, t'as raté ta vie. Genre clairement c'est ça. Et du coup ça fout une pression parce que tu te dis bah merde, j'arrive à tel âge, j'ai toujours pas fait ça, etc. Et puis il y a aussi la partie... Est-ce que tu te sens bien, à l'aise avec toi-même quand t'es tout seul ? Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as autant besoin d'être avec les autres ? Ça. Il faut comprendre aussi pour ça, tout ça, tu vois. Bien sûr. Mais ça fait partie de ça aussi, de se retrouver seul avec soi-même, de se dire, mais en fait, je ne m'aime pas, en fait. Et en fait, ce truc-là, il faut... Le seul point que je veux dire, c'est que une personne dépendante affective ne s'aime pas. Elle ne s'aime pas du tout, genre. Elle ne trouve aucunement, elle se trouve jolie ou des trucs comme ça. Elle ne se gratifie pas, quoi. Voilà. Moi, j'ai été beaucoup comme ça quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai 20 ans, on va me dire que je suis jeune encore, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais adolescente. Oui, mais adolescente, ça tu se te poses ressent beaucoup. Énormément de questions et tu te cherches, donc c'est totalement normal. Voilà. Moi, maintenant, je suis un peu moins dépendante, mais c'est vrai que parfois, quand je parle à un homme, ça revient. Et justement, j'impose une distance après. Ce que je fais, c'est que dès que je vois que ça recommence, que genre je commence à être vraiment dépendante, je me dis ok, souffle un peu, calme-toi, genre tout va bien, la personne elle va pas partir, genre tout va bien, c'est pas ça se trouve c'est pas l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, genre prends les choses comme elles vont, calme-toi, vraiment pose-toi genre, parce que à force de se mettre la pression aussi faut absolument que ça fonctionne avec elle et tout. Au final, aussi, dans la dépendance affective, c'est qu'on veut plaire énormément à l'autre aussi. Donc du coup, on s'invente des personnages ou des personnalités qui ne sont pas du tout les nôtres, en fait. On va avoir tendance à mentir. À mentir, ouais. Et du coup, tu pars déjà sur un mauvais pied avec ta relation, parce que du coup, tu mens. Tu la saccages toi-même, mais oui, en fait. Tu la saccages toi-même et tu mens à la personne. Donc comment tu veux établir un lien de confiance après ça, tu vois ? La personne après, du coup par exemple, imaginons son idéal c'est une personne super extravertie qui fait tout le temps plein de blagues alors que toi ta personnalité c'est être très timide, plutôt réservée. Bah en fait tu vas te créer tu vas devenir humoriste. Voilà c'est ça. Genre, juste pour lui. Vraiment genre tu vas dire mais moi je suis ton one man show, toi tout seul t'inquiète. Genre hyper gaulerie en vrai. Vraiment genre je te jure je suis super drôle. Mais généralement ouais on a tendance à beaucoup mentir et c'est pour ça moi maintenant je supporte plus le mensonge parce que genre moi j'ai beaucoup menti aussi en disant que moi j'étais comme ci comme ça alors que pas du tout. Maintenant je suis très claire, je suis une personne qui peut être très extravertie comme timide etc. Je suis assez fluide dans ma personnalité mais après je pense que ça a eu un impact justement sur ma personnalité à moi-même. Avant j'étais très timide, j'avais du mal à parler et justement je dirais pas que ça m'a aidée parce que enfin d'un côté oui mais d'un côté non parce que c'est pas forcément positif du coup mais maintenant je suis un peu plus extravertie, ça me dérange pas de parler à des inconnus. T'es équilibrée genre ouais, maintenant voilà, genre c'est ça. T'es pas non plus trop réservée mais t'es pas non plus trop extravertie en mode c'est un je suis modérée, genre je suis vraiment modérée, genre, ouais. Voilà c'est ça. Il y a des gens qui sont extravertis de fou et c'est ok et des gens qui sont très timides et c'est ok aussi mais ouais quand on est dépendant affectif c'est vraiment dur au quotidien parce que en fait t'as tout le temps cette pression, cette boule au ventre de te la dire personne elle va me quitter ouais genre. c'est ça genre il a vu ton message, il a pas répondu depuis une heure mais je sais pas les trucs qu'on dit maintenant genre oui, voilà, son score de snap a augmenté alors que j'ai pas de nouvelles de lui
Genre, moi, non mais c'est vrai. J'utilise pas Snap et tout, oui. donc mais j'entends parler de ces choses-là, genre. Bien sûr. Ça fait 1 heure qu'il m'a laissé un vu, mais son score Snap a augmenté, donc ça veut dire qu'il a parlé à des gens alors que moi, j'ai envoyé un message depuis 1 heure. C'est inadmissible, je suis en train de me faire un scénario dans ma tête, d'imaginer ce qu'il est en train de faire et de flipper. Genre, tu t'imagines. C'est chaud. Et après, oui, c'est ça. Donc, en gros, tu vas devenir parano aussi. Parce que du coup, tu vas t'imaginer plein de choses dans ta tête. Si la personne te répond pas, c'est que, genre, ça se trouve, elle parle avec quelqu'un d'autre, elle est avec quelqu'un d'autre. Ça se trouve, elle me trompe. Genre, en fait, les idées fusent comme ça dans ton cerveau. Et ça t'épuise. J'ai dit quelque chose qui valait pas. On va beaucoup. Alors, aussi, la personne dépendante affective va beaucoup se victimiser. Et ça, c'est un trait très toxique chez cette personne, c'est que elle va se mettre tout le temps en position de victime. Mais, par exemple, si elle a un bourreau, parce que souvent les personnes dépendantes affectives peuvent être victimes de violences physiques et elles vont l'accepter. Et ça, c'est le point très dangereux du coup de la dépendance affective. Elles vont accepter tout de leur partenaire. Tout. Et s'il est néfaste, ça peut être très dangereux pour elles. Ah oui, super dangereux. Ça peut être aussi de la violence psychologique, physique, enfin... Tout le temps en fait, elle va accepter des comportements genre imaginons son partenaire la force à avoir des relations sexuelles, etc. Elle va dire oui parce que dans tous les cas pour elle perdre cette personne c'est perdre cette personne et perdre du coup son moyen pour elle de s'aimer elle-même. Donc en fait tout l'amour pour elle passe par les autres, tu vois. Tout l'amour qu'elle cherche ça passe par les autres et c'est pas par elle-même. Du coup cette personne c'est pas possible de se retrouver toute seule. Donc si elle a plus de copains, si elle a plus d'amis ni quoi que ce soit, cette personne c'est la fin du monde. C'est la fin quoi. Genre vraiment elle va toujours chercher à avoir quelqu'un d'autre. Et justement, une dépendante affective ou indépendant affectif va donc avoir un partenaire, imaginons ça se finit, elle va être triste, mais si par exemple il y a une autre personne derrière qui vient pour une relation, etc., elle va totalement oublier la personne précédente et se focus sur cette nouvelle personne. Donc en fait, c'est vraiment c'est de la consommation en fait. Elle consomme les émotions des autres, elle va consommer leur bonne humeur, etc. Sauf que elle est tellement négative que ça va en fait déteindre sur ces personnes-là et du coup ces personnes vont se rendre compte que bah non mais elle m'apporte rien de positif. Genre, elle me demande tout le temps de l'attention, des messages, des appels. Ça peut paraître lourd pour le partenaire, quoi. Ouais, c'est super lourd pour la personne. Hein. Ça dépend le degré aussi. Il y a des personnes qui sont dépendantes affectives qui sont modérées, où ça va. Mais il y en a vraiment, c'est des extrêmes. C'est de la jalousie extrême. Ça peut partir vraiment loin. Ça va vraiment loin. Parce que moi, c'est ce que j'allais dire. Des fois, tu peux avoir être en couple avec un ou une dépendante affective. Mais ça peut être gérable si vraiment tu aimes la personne. C'est ça. T'as capté comment elle fonctionne. Tu sais que voilà, tu peux faire des efforts pour elle, pour qu'elle se sente rassurée. Et après, petit à petit, ces peurs, je pense, baisseront. Oui, c'est ça. Mais il faut aussi, je pense, tomber sur la bonne personne, le bon partenaire, qui comprenne tes peurs, si t'es dépendante ou tu es dépendant affectif. Et c'est comme ça que tu arriveras à t'en sortir. Mais c'est sûr que si tu tombes sur des cons ou des connasses qui sont en mode non mais c'est bon, ils sont hyper lourds, j'ai pas envie et tout, ça sert à rien de se casser le cul avec ces personnes-là, quoi. Elles vont pas t'aider. Non, elles vont pas t'aider. Et puis dans tous les cas, quand t'es dépendant, il y a des personnes qui vont en fait puiser dans ça aussi. Parce que du coup, tu vas être très gentille au début aussi. Tu vas tout le temps... En fait, c'est un peu paradoxal parce que, comme j'ai dit, il y a de ni gentil ni méchant quand t'es dépendant affectif. Tu peux être très gentil en étant très serviable, en donnant beaucoup aussi de toi-même, genre à vouloir plaire à la personne, etc. Ou, par exemple, si une personne, elle adore, je sais pas, le tiramisu, imaginons, et bah elle va vouloir te faire des tiramisu, t'acheter des tiramisu tout le temps pour te faire plaisir, tu vois. Mais... Comme j'ai dit, ça va être négatif aussi parce qu'elle va t'en demander beaucoup. Et en fait... elle va attendre beaucoup en retour. Elle va attendre beaucoup en retour. Elle donne beaucoup, elle demande beaucoup. En fait, c'est vraiment... Oui, c'est important de le préciser parce qu'il y a des personnes qui peuvent être dépendantes affectives très méchantes. Genre on dirait qu'elles sont complètement folles, genre, et c'est beaucoup trop lourd pour une personne de supporter ça. Et il y en a d'autres qui vont être en mode très positif, genre elles vont tout donner à fond, etc. Et ça va être plus facile à vivre. Mais des fois, les gens vont prendre ça pour acquis. Pour certains, ça peut être lourd, mais vont prendre ça pour acquis et vont même profiter des fois de leur gentillesse.
alors qu'elles font rien de mal à la C'est personne, ça. tu vois. Et généralement, ces personnes-là qui sont trop gentilles sont victimes de violences physiques et psychologiques, du coup. Ouais. Parce qu'elles sont moins fortes psychologiquement que les personnes qui sont considérées comme dépendantes folles, tu vois, Genre plus méchante. plus méchantes. Plus tu vois. agressive. Plus agressives, voilà. Ok. Donc comme j'ai dit, les points aussi psychologiques, c'est aussi, il y a beaucoup d'impulsivité. Ok. On réagit souvent sur de la colère, etc. On est très vite en colère contre la personne, alors que il n'y a pas besoin d'être en colère. Genre, les gens ont leur vie aussi, et le monde ne tourne pas autour de nous, en fait. Et c'est ça que le dépendant affectif ne comprend pas, c'est que la personne avec qui elle est, ou le groupe d'amis avec qui elle est, il y a des personnes extérieures à sa vie, elle aussi. En fait, elle pense qu'il faut que ce soit que elle le centre de l'attention et qu'elle ait toute l'attention de tout le monde pour se sentir bien, en fait. Et oui, donc aussi le perfectionnisme de la peur de déplaire aussi. Donc oui. C'est pour ça que il faut qu'elle sente qu'elle ait l'attention et qu'elle plaise à tout le monde. C'est ça. Donc souvent ces personnes-là vont aussi quand même se sexualiser beaucoup en général. Donc beaucoup de femmes vont se sexualiser parce que elles veulent plaire, voilà, donc elles vont bien s'habiller, elles vont se maquiller, etc. Elles vont vraiment chercher l'attention. Et en fait, elles veulent pas, par exemple, aussi donc perdre leur partenaire, mais elles gardent quand même ce côté où j'ai un partenaire, mais je pourrais avoir quelqu'un d'autre quand même, tu vois, qui pourrait donner plus. Donc elles se ferment pas forcément, elles sont obsédées par la personne, mais elles sont pas forcément fermées à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre, tu vois, qui puisse être plus donnant que la personne qu'elles ont déjà. Si elle est consciente qu'autour d'elle, il y a un autre mec qui est prêt à donner beaucoup plus que son gars, elle va le garder bien au chaud, en gros. C'est ça, voilà. En attendant que si jamais il se passe quelque chose de mal avec l'autre, elle puisse switcher assez facilement. Alors généralement, c'est les personnalités plus méchantes, je dirais, qui font ça, que les personnalités gentilles vont plutôt rester, du coup, avec la personne, qui sont généralement un bourreau, malheureusement, mais... Bon, c'est comme ça, hein, les personnalités méchantes sont trop... Enfin, personnalités méchantes, entre guillemets, hein, c'est pas méchant, hein, c'est juste... voilà. Et en plus, ça dépend vraiment de la maladie, comme j'ai dit, il y a la bipolarité, tout ça, donc c'est compliqué à gérer en soi. Donc c'est vraiment des troubles au niveau de l'émotionnel, c'est toujours un manque au final. Après, ça a tendance à être des relations à court terme aussi. C'est pas des relations qui vont durer dans le temps dans tous les cas. Généralement, c'est juste le temps d'être rassasié, d'avoir eu ce qu'on voulait. Et généralement, les gens ne restent pas très longtemps. Parce que c'est... Oui, tu disais qu'ils ont envie de vite passer à une autre personne. Ouais. Pour avoir plus, du coup. C'est ça. Parce qu'en fait, elles vont voir qu'au fur et à mesure, il y aura moins d'intention. Parce que... Au début d'une relation, c'est toujours bien, c'est frivole, etc. On se donne beaucoup. Mais au fur et à mesure du temps, on donne un peu moins, etc. Parce que ça devient une routine. Ça devient quelque chose d'acquis. C'est ça, voilà. Ça devient quelque chose d'acquis, exactement. Et c'est horrible de penser comme ça. Ouais, bah ouais. Moi, je trouve qu'une relation amoureuse, ça devrait être entretenu du premier jusqu'au dernier jour de ta vie, genre. En vrai, on aimerait tous que ça se passe comme ça, mais c'est juste... Bah, après, il y a des hauts et des bas dans un couple, dans tous les cas, tu vois. Il y a des périodes où ça va être moins bien qu'à certains moments. Parce que s'il y en a un qui est par exemple pas forcément dans un bon mood ou etc, ou dans une... Oui, mais ça c'est des périodes. Ouais, c'est des périodes, voilà, c'est ça. D'avoir sa période de down. Mais justement, cette personne dépendante affective va pas accepter cette période de l'autre personne si par exemple elle va pas bien. Parce que justement, elle ne va pas bien tout court, genre tous les jours elle a besoin d'avoir tout le temps cette personne, tu vois, par exemple. Ou ce groupe d'amis, ou même au travail, ça peut arriver de la dépendance donc affective au travail. C'est une personne qui va toujours avoir besoin de reconnaissance au travail. Qu'on lui dise que son travail est bien, qu'elle fait bien les choses, mais qu'il faut que ce soit vraiment tous les jours elle aussi, tu vois. Faut toujours qu'elle soit mise en avant aussi au travail, etc. Ça arrive partout en fait finalement, la dépendance affective. C'est pas forcément que dans l'amour, etc. Il y a des personnes c'est que en amour, il y a des personnes c'est que en amitié, il y a des personnes que c'est que au travail. Et des personnes ça peut être les trois en même temps. Ouais. Ça peut être... mais là ça peut être vraiment vraiment lourd. Je pense c'est vraiment une confiance en soi qui n'existe pas du tout en fait, je pense. Ok. Tu vois, j'ai un peu confiance en moi quand même, je me trouve bien, tu vois, physiquement et tout, je me trouve mimi, y a pas de évidemment, t'es tellement belle, genre, vraiment, y a pas de question à se poser en fait. Mais oui, mais on après... a un peu des beautés dans la famille, j'avoue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, on a tous des moments où genre on se trouve moins beau ou des trucs comme ça, et moi je sens que ça se manifeste beaucoup quand c'est comme ça, tu vois. Mais
je suis beaucoup moins dans ça, alors qu'à l'époque, quand j'étais adolescente, j'avais pas du tout confiance en moi, je me trouvais horrible. Genre vraiment, je me trouvais pas belle. Genre, moi justement, ma dépendance affective est venue surtout d'une relation que j'ai eue avec un garçon. Et j'ai été obsédée par ce mec pendant 3 ans, pendant mes 3 années de lycée. Je n'ai pas calculé aucun autre mec. J'ai essayé, hein. J'ai essayé, focus. mais j'étais focus sur ce mec qui ne voulait pas de moi, ça se savait, genre voilà, tu vois. Et genre j'étais toujours là en train de le quémander, et genre il y a une fois où c'est lui qui est revenu vers moi, et j'ai dit ouais c'est bon, c'est l'homme de ma vie, tu vois, genre. T'étais hyper contente. Ouais, j'étais hyper contente. Après 3 années, franchement. Enfin oui, tu vois, genre. Tu dis ah c'est bon, ça a marché, tu vois. Ouais, au c'est final. ça. Et en gros, il est revenu aussi me parler durant ma première année de BTS et tout. Et à ce moment-là, je flirtais avec un garçon, etc. Et du coup, avec ce garçon, ça s'est pas très bien fini aussi. Mais sauf du coup, j'ai parlé avec lui et tout. Et je revoyais que je retombais dans le panneau, genre, et c'était horrible parce que, genre, toujours ce besoin de plaire tout le temps, genre, en fait, tu vois. T'avais envie de faire tout ce qu'il voulait que... Voilà, exactement, tout ouais. Tout ce qui pouvait te rapprocher genre, de lui davantage. Vraiment, genre, il me disait, ouais, viens me voir et tout. Genre, j'avais 2h30 de route pour aller le voir. T'as couru, genre... je suis là, 5 minutes top chrono. J'ai 2 heures de route. Ouais, mais t'inquiète, je vais m'arranger. En 1 heure, je suis là, genre. En 1 heure, je suis là. Et non, mais justement, je suis jamais allée le voir. Et je l'ai bien fait parce que justement, c'était horrible. Ce mec m'a fait les pires crasses du monde, hein, vraiment. Ouais. Ce mec, il m'a posé des lapins. En hiver, il était 8h du matin. On devait se voir de 8h à 9h parce qu'on avait tous les deux un trou. Il me laissait dans le froid pendant 1 heure. Genre, en plus, moi, je m'hypersexualisais beaucoup à cette époque-là parce que je voulais plaire aussi. Tu voulais avoir l'attention. Voilà, c'est ça, je voulais l'attention et tout. Je me disais, mais il me faut en fait, parce que là, je ne m'aime pas en fait, les gars. Genre, je ne m'aime pas et il me faut de l'affection, genre. Et ouais, au fur et à mesure, du coup, j'ai eu besoin de cette personne. Genre, si cette personne ne me parlait plus, j'étais au bout de ma vie. Parfois, on était au téléphone, on s'appelait le soir, souvent on dormait au téléphone et quand on s'embrouillait, il raccrochait. Et moi, je essayais de le rappeler et il me répondait jamais. Il répondait pas à mes appels. Et quand je vous dis que vous êtes obsédé, mais c'est même pas genre... C'est un faible mot. C'est un faible mot, ouais. T'es complètement imprégné de cette personne, tu penses qu'à elle. Moi, j'étais en cours, mais j'écoutais même pas mes cours. Je pensais qu'à ça, genre. Ouais, ton cerveau, il était genre, focus vraiment, sur ça. était focus. En fait, le souci, c'est que au final, tu te perds toi-même dans ça, en fait. Parce que même si tu cherches à te trouver par rapport à ces personnes, au final, tu te perds parce que tu te donnes tellement et tu mets tellement d'attention sur cette personne que tu penses même plus à toi au final. Genre, c'est vraiment elle et que elle, tu vois. Le matin, quand je me levais, je pensais à lui. Quand j'étais en cours, quand je mangeais, quand j'étais chez moi, quand je prenais ma douche, à n'importe quel moment. Avant de dormir genre. et tout. Voilà, avant de dormir. Donc, après, quand il y avait des moments où il y avait nos contacts, tu vois, on se parlait pas. Genre, il y avait eu des périodes où, genre, pendant peut-être 2-3 mois, on se parlait pas parce qu'on s'était embrouillés, etc. Et moi, j'attendais de lui qu'on sorte ensemble, tu vois. Genre, je lui disais, mais pourquoi on sort pas ensemble et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il se braquait et qu'il me voulait plus me parler, tu vois. Donc, je pense que pour lui, j'étais juste un moyen d'avoir de l'attention aussi, tu vois. Que parce que je lui donnais beaucoup. Mais moi, je recevais pas tant que ça, hein. Genre, vraiment. Ouais, à part le voir de temps en temps. C'est ça, ouais. Tout, quoi. Genre, même au lycée, genre, quand on se voyait, c'était pas. Comment dire il me calculait même pas. Genre, il me disait pas bonjour, il me souriait même pas. Il me regardait pas, hein. Ah non, non, non. Ah oui, ça allait jusqu'à... Ah ouais. Et c'est quand j'étais en terminale, du coup, et lui, il était en BTS, du coup, c'était sa dernière année. Et moi, du coup, c'était ma dernière année au lycée. Je crois que c'était la première fois où on se voyait à l'intérieur du lycée. Et il m'avait pris dans ses bras, genre. Mais pourquoi ? Je sais pas. On se reparlait et genre on discutait et tout. Il me disait ouais ça me fait vraiment du bien qu'on reparle et tout ensemble et tout. Je crois que c'est un moment où on se rabibochait justement. Et je lui ai dit ouais par contre la seule condition c'est qu'il faut qu'on se voit dans le lycée parce que moi j'en peux plus qu'on se voit en dehors parce que et genre... qu'il se passe rien quoi. Il se passe rien. Mais surtout je pense que c'était un moyen pour lui de se dire ouais je suis pas exclusive tu vois. Genre je la vois à l'extérieur et puis je peux en voir une dans le lycée tu vois. Et ça me rappelle un moment où ça m'a brisé mon petit cœur. On se parlait plus à ce moment-là. Et je le vois, on était en cours de physique-chimie. Et je le vois passer avec une autre fille. Mais genre, ça faisait pas très longtemps qu'on parlait plus, tu vois. Et ça m'avait fait tellement mal au cœur, je me suis mise à pleurer, genre. Quand ils les ah oui, bah oui, ils allaient ensemble dehors, tu vois, genre. Ouais. Et ça m'avait que fait tous les mal. Oui, ils étaient que tous les deux. Aïe, aïe, aïe. Et ça m'a fait mal au cœur, je me suis mise à chialer en plein milieu du cours. Mon prof, il m'a dit, bah, va aux toilettes et tout. Trop la honte, il y avait tout le monde dans les couloirs, tout le monde m'a vu chialer. Genre, c'était...
Après, une peine de cœur, je veux dire, qu'on soit dépendant affectif ou pas, ça fait mal, te détruit le cœur, genre. Ça fait mal. T'es juste dans le mal, faut laisser passer cette vague de tristesse. Et après, c'est bon, tu vas t'en remettre, le temps fait les choses, bien sûr. Mais ça fait mal à tout le monde, genre. Mais bien sûr. C'est normal de te mettre dans un état pareil. Mais ouais, mais j'étais pas bien. Et justement, après, ça m'a fait réaliser, je me suis dit, bon, là, d'un moment, faut arrêter. Bon, après, j'ai été un peu con, parce que du coup, il est revenu, et moi, j'ai fait, vas-y, bon, on retombe encore une fois. Mais bien sûr, reviens. Comme on replonge dans la gueule du loup, allons-y, quoi. Maintenant, cette personne, je l'ai encore sur les réseaux sociaux, mais tu vois, je lui parle plus. Genre, c'est plus du tout une obsession, tu vois. Je suis passée vite à autre chose, je suis passée vite obsédée par d'autres. Genre, si elle reviendrait, tu ferais quoi? Non. Ah non. C'était un test, Ah non. Elle était là en mode non, jamais de la vie, genre. Ça va pas ou quoi. C'est bien, ok. Du coup, je disais, ouais, après, je suis devenue dépendante d'autres personnes, du coup. Et je pensais, du coup, pour ces personnes, pour les garder, c'était le moyen, du coup, de donner mon corps, en fait, de tout leur donner. Et jusqu'à en donner, enfin, ma propre intimité, etc. Donc, voilà. Après, pas durant ma première fois, par exemple. Là, j'étais pas dépendante, c'était... T'avais envie de le faire. J'avais envie, voilà. C'était vraiment un souhait de ta part, genre, t'avais envie de le faire. Mais par la suite... En fait, je me suis dit, ça se trouve, c'est un moyen de garder les hommes, en fait, tu vois, genre avec moi. Tu sais, on voit le mec, il veut pas s'engager à fond avec nous et on se dit, peut-être si je couche avec lui, il voudra rester avec moi, on pourra être en couple. Mais non, les meufs, le faites pas. Quelle erreur, vraiment. Le faites pas. Ne faites pas ça du tout. Genre, moi, je l'ai fait et tout, et franchement, ça ne vaut pas le coup parce que dans tous les cas, ils resteront pas très longtemps en plus. C'est ça le pire. C'est que, en fait, tu vas le donner, mais au final, ils vont même pas rester longtemps en fait. Ils vont rester quoi, un mois, même pas, et après. En fait, le truc, c'est qu'ils vont même pas ressentir de l'affection pour toi. Pour toi, tu vas juste être un trou pour se vider et basta, genre, tu vois. Ils vont même pas chercher à comprendre. Ils vont voir une fille mieux ou une fille qui leur correspond mieux. Et puis, bah, voilà, ils vont partir. Et puis souvent, si c'est un mec où tu te poses la question, ah, faudrait peut-être que je couche avec pour on soit en couple, c'est que c'est pas le bon mec déjà. Vraiment, parce que... Si tu sors avec un mec qui est bien pour toi, genre il va pas du tout te mettre la pression pour coucher avec lui, il va être patient, il va attendre. Et juste, en fait, il va kiffer être juste avec toi, genre même sans le sexe, tu vois. Bien sûr. Genre il va kiffer juste passer du temps avec toi parce qu'il aime ça avant tout le reste. Avant tout le reste. Avant tout le reste. Vraiment, un mec qui est intéressé par toi, en fait, on me parle à des hommes, tu vois. Moi, j'ai déjà parlé à des garçons, ils m'ont dit, moi, quand je suis vraiment intéressée par une fille, je m'imagine même pas coucher avec elle, tu vois. Genre, ils sont vraiment en mode, je veux passer du temps avec elle, et vraiment coucher avec elle, ça passe c'est le au bonus second plan, à la genre, fin, tu vois, c'est ça, genre, je veux juste passer des moments avec elle, des moments doux et tout, tu vois, genre, des moments agréables. Ouais. Si le mec te parle direct de cul, c'est que vraiment, déjà, ça on va donner les red flags tout de suite. Si le mec, il te répond que en soirée. Si il veut te voir que le soir. S'il t'invite dans des bars qui sont pile à côté de chez lui. Genre, cours, meuf. Genre, vraiment c'est loin. Clairement pas un mec pour toi, genre, tellement vraiment pas. Ou si, ouais, dès qu'il te parle par message, il fait des petites allusions, des petites blagues sexuelles. Mais va-t'en loin. Attends-toi que, genre, dans la vraie vie, ce soit encore pire, genre, vraiment. Genre, ouais, et puis il veut rien de sérieux, quoi, clairement. Ouais, non, vraiment pas. Genre, il y a tellement de facteurs, en fait, genre, justement. Et alors qu'un mec qui te propose juste de te voir, genre, ouais, ça te dirait qu'on fasse telle activité, j'ai vu que ça pouvait être bien, viens, je t'invite chez moi, c'est quoi ton plat préféré, viens, on le cuisine ensemble. Ça, ouais, des activités, c'est stylé. Des activités juste communes, genre, viens, on part ensemble, viens, on fait telle balade, ou je t'emmène dans tel resto, tel hôtel, etc. Genre, trop bien. Non, oubliez l'hôtel. L'hôtel, c'est pas bon. Le restaurant, oui. Jacuzzi et tout. Oui, ouais. Mais oubliez l'hôtel pour les premiers rendez-vous. Ça, non, c'est un red flag. Vous allez tomber dans le piège. Et même si vous propose un voyage dès le début... Vous êtes dès le premier date, cassez-vous. Ouais, vraiment. On me l'a déjà fait, croyez-moi, j'ai fui très loin. Vraiment, j'ai fait, c'est bizarre ça. Moi, je veux pas. Chelou. Le mec, il te dit, ouais... Oh putain, ça m'a tué de rire. Genre, le mec, je savais même pas une semaine, je lui parle sur Insta. C'est lui qui me DM et qui me dit, ouais, il habite en Belgique en plus. Aucun rapport, je sais même pas comment il a eu mon Insta et tout. Et je lui parle et il me dit, ouais, moi je suis un mec, j'ai pas mal d'argent. Donc en vrai, si tu veux faire un voyage ensemble... Il a pas d'argent en vrai pour dire ça.
Voilà. Et du coup, il me dit, ouais, je t'emmène et tout, tout frais payé, machin. Et je lui dis, mais t'attends quoi en retour, genre, tu vois? Et bah, il te kidnappe et puis il vend tes organes en retour. Voilà, c'est ça le deal. T'as pas vu dans les petites lignes du contrat, non? En fait, j'ai envoyé une feuille, faut la signer, mais lis pas, genre, t'inquiète. Mais on lit pas les petites lignes. Voilà, c'est ça. Surtout pas. Putain, Ouais, mais ouais, du coup, je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais t'attends quoi de moi? Ouais. Il me dit, mais j'attends rien du tout et tout. Ouais, mon cul, t'attends rien du tout, genre. C'est cramé à 10 000 que genre, il attend autre des chose, fois, tu on vois. voit les red flags, mais on se dit... Si on est tellement aveuglé par le gars, on est en mode ah mais il est, je sais pas moi, il est trop sexy, il est trop beau gosse, Ouais. j'adore son charisme, mais on voit que des red flags. On aime bien laisser le doute au mec de ah mais ça se trouve en fait quand on creuse bien au fond. Non meuf, Non. te dis pas ça, te dis pas que tu peux le sauver aussi, que tu peux le changer, le remettre sur le droit chemin. Non, si le gars il a envie d'être comme ça, il restera comme ça en fait. Tu es qui déjà pour changer quelqu'un? Genre, on ne peut pas changer la nature des gens. Si les gens sont faits comme ça, ils resteront comme ça. Tu peux pas changer leur nature. Et encore une fois, un mec, s'il est vraiment amoureux de toi, s'il est vraiment intéressé, je peux te dire qu'il va se plier en 4 pour tout faire pour toi, pour que tu te sentes bien, safe, que tu passes des bons moments avec lui. Et en fait, ça se déroule tout seul, tout se passe bien. Genre, il n'y a pas de... Ouais, je sais pas trop et tout. Non, genre tout se passerait bien. Non, c'est même pas genre il dit ça dit on fait un truc ce soir, c'est on sort ce soir et basta. Tu veux qu'on fasse quoi? Non, il va prendre des initiatives. Ouais, il direct, va dire on fait ça genre. Il dit pas des comme tu veux ou je sais pas quoi. Viens on se voit mais que ce soir. Non, c'est genre viens, on part en week-end. Viens, j'ai prévu une activité. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse ça? Il propose. Prépare-toi dans 1 heure, je viens te chercher, tu vois, des trucs comme ça, genre. Oh, le rêve de recevoir ce genre de message. Mais même moi. Fais-toi belle, je t'emmène quelque part. Mais vraiment, genre, donnez-nous s'il vous plaît, on en a besoin là. Genre, tu rentres du travail le vendredi soir avant la veille du week-end et il dit fais ta valise, je t'emmène quelque part. Oh là là, my God. En week-end. Oh là 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 là. Mais les mecs, si vous nous écoutez vraiment, faites ça, genre, faites ça à vos copines s'il vous plaît. Mais ouais, moi je pense que c'est un sujet super important parce que c'est un sujet qui est assez complexe aussi parce que en fait on se rend pas compte mais ça touche beaucoup de personnes. Parce qu'on T'as des chiffres à peu près, genre combien de Français peuvent être touchés par ça? Non, j'ai pas les chiffres. Franchement, honnêtement, j'ai pas les chiffres, mais je sais que c'est beaucoup de personnes qui sont touchées. De façon différente en fait. Ouais. C'est, comme j'ai dit, ça peut être autant au travail qu'entre amis qu'en amour, tu vois. Genre, ça peut être vraiment... genre très vaste et ça peut être à des degrés tout à fait différents. Il y a des degrés où c'est vraiment compliqué, genre la personne, sa vie c'est trop autour de ça, tu vois. Et des personnes qui sont dépendantes affectives mais qui le sont un petit peu, où c'est gérable en fait, tu vois, au quotidien parce que elles le savent, tu vois, c'est ça. Moi j'ai réussi à le maîtriser. Quand je me rends compte, comme j'ai dit tout à l'heure, que je commence à être dépendante affective, je ralentis le truc. T'as réagi? Je ralentis, je me dis c'est bon, faut arrêter de faire de la merde à un moment, tu vois, genre... quand t'en as conscience, bien évidemment, moi je juge pas du tout les personnes qui ferment les yeux ou qui veulent pas Chacun accepter, va à tu son vois. rythme, c'est ça, exactement. Genre, et puis il y a, justement, je vais parler juste après, comment guérir de ça, justement. Bah j'allais te poser la question. Est-ce que toi t'as eu recours à des aides professionnelles, genre des psychologues, des sophrologues, médecine alternative, je sais pas, magnétiseurs, hypnotiseurs, etc. Non. Ou est-ce que t'as tes propres techniques à toi? Alors moi, mes propres techniques à moi, comme je vous ai dit, c'est... moi, ça m'arrive que en amour. Donc du coup, moi, je prends de la distance avec la personne et j'essaye d'en parler avec elle. Je lui dis honnêtement, ah, bien sûr, pas tout de suite, hein, on va pas faire peur à la personne non plus, quoi, genre... mais quand ça fait 2 semaines, 1 mois que tu parles avec la personne, genre moi je sais que ça arrive très vite quand même la dépendance, genre au bout d'1 semaine je peux être dépendante en direct, hein. Mais je mets un peu de distance, je réponds un peu moins vite, genre j'essaye de m'occuper en fait en attendant, j'essaye de m'occuper en fait tout en n'y pensant pas. Il faut que je réponde à son message, ou il faut que genre je regarde s'il y a son message où il m'a répondu. Tu vois, par exemple, je me mets à dessiner ou à écrire, etc. Et je me dis, je me garde 1 heure là, où je réponds pas à la personne, je m'occupe et je fais mes trucs, tu vois. Il faut vraiment, en fait, construire un équilibre, vraiment. En fait, tu te fais des petites distractions pour freiner. Pour me freiner, en fait.
Et au fur et à mesure, vous allez voir, au début c'est compliqué parce que même quand tu fais l'activité, t'y penses. T'es là en mode oui, c'est vrai, il m'a envoyé ça, et puis il faut que je réponde à ça, et puis machin. T'as le cœur qui bat quand genre tu reçois vraiment, le c'est ça, message genre vraiment, tu vois le ding, et là t'es en mode genre tout de suite tu veux voir, tu vois, genre. Putain, faut que je réponde. C'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, ça va devenir plus simple. Et moi, ce que je conseille, c'est que dès que vous voyez que genre il y a possibilité que ce soit vraiment du sérieux avec la personne et que vous sentez vraiment que ça puisse aller loin, en parler avec elle justement. Lui dire, écoute, bah moi j'ai tendance à beaucoup demander d'attention, etc. Mais il faut pas que tu m'en veuilles. Mais je veux te le dire, tu vois. Je veux te dire que moi, je dépends beaucoup des personnes, que je vais demander beaucoup d'affection. Et je veux pas que t'hésites à me le dire, tu vois. Bah, c'est compliqué parce que du coup, comme j'ai dit, nous on refuse mal le refus, tu vois. On a du mal à refuser. Ouais, le rejet, tu vois, c'est compliqué. Le négatif et tout. C'est ça, le négatif, on a du mal. Mais il faut pas hésiter à dire à la personne dépendante affective que là, elle en demande trop, par exemple. Genre, si tu lui demandes au moins 10 messages toutes les 10 minutes, t'en demandes trop, genre, tu vois. En fait, c'est bien de communiquer et de lui dire tranquillement, sans s'énerver, vraiment d'un ton neutre. Voilà, tu fais ça, c'est très lourd pour moi, c'est un peu trop. On peut ralentir, t'inquiète, tout va bien. C'est pas parce que je te réponds pas que je vais me barrer ou voilà. Mais bien sûr. Mais encore une fois, faut tomber sur le bon partenaire. Voilà, c'est ça. Pour quelqu'un qui comprenne. Donc, déjà, si vous voyez que la personne elle comprend pas, c'est que c'est pas bon, genre vraiment non plus, tu vois. Genre c'est pas le bon non plus. C'est pas le bon non plus, voilà, c'est ça. Mais la communication, de toute façon, dans un couple, c'est toujours la clé. Dans tous les cas, si tu ne communiques pas, ça se passera pas bien. Si tu parles pas à ton couple, ça ne marchera pas, genre, c'est pas possible. Genre, vraiment, la communication, c'est la clé. Et il faut se forcer, en fait. Il faut se forcer à ne pas y penser, en fait. Ouais, genre, et tu disais vraiment surtout la technique de se distraire. Regarder une vidéo YouTube, faire des activités de loisirs créatifs, DIY, etc. Je sais pas. Ou même apprendre une nouvelle discipline, une nouvelle langue. Ouais, bien sûr. Ou aller faire du sport, ou n'importe, tu vois. Genre, occupe-toi l'esprit parce que, en fait, aussi, comme j'ai dit, du coup, t'es obsédé et tu vas faire que d'y penser tout le temps. Et si t'y penses tout le temps, si tu commences à te dire, bon, ok, aujourd'hui, vas-y, genre, je réponds vite aujourd'hui, mais ça se trouve, demain, t'y arriveras pas non plus. Et du coup, après, tu vas enchaîner et là, c'est trop tard. Tu vas être dans un cercle vicieux. Donc, occupe-toi. Et genre, fais des activités, je sais pas, même pas voir un film au cinéma, va faire du shopping, va faire tes courses. Pas forcément une activité, tu vois, mais juste un truc pour t'occuper, tu vois. Genre aller dehors, faire du jardinage, j'en sais rien. Et même après, tu dois être super fière de toi de te dire... C'est ça. Ah, c'est bien, j'avance parce que je suis plus autant sur mes messages. Et même au niveau de ta santé mentale, genre... genre vraiment tu souffles, tu vois, genre, vraiment. Je suis moins angoissée, j'ai moins d'anxiété à l'idée de penser à ce que la personne pourrait faire parce que tout ça en plus c'est dans ta tête, c'est de l'interprétation que bien tu te sûr. fais. Il n'y a rien de vrai dans tout ça, genre tu n'as pas la certitude que ce que tu imagines est vrai en fait. Bah oui, tout est imaginaire en fait, tu te crées des scénarios mais dans tous les sens en plus, c'est ça le pire, t'imagines tout et n'importe quoi. Alors que ça se trouve, la personne, elle te répond pas. Soit elle est juste en train c'est trop aux toilettes. Elle est en train de faire ses trucs. Elle est partie prendre sa douche. Elle est partie, je sais pas, sa mère l'a appelée ou genre il y a quelqu'un. Et toi, fais une montagne pour rien. Voilà, c'est ça en fait. Et après, quand la personne te dit pourquoi elle t'a pas répondu, là tu te sens apaisé, tu vois. Mais c'est toujours des pics d'anxiété, des pics de négatif, tu vois, genre lourdes à vivre. Et ton corps il en peut plus après, genre, enfin surtout que nous les femmes on a des changements hormonaux. Alors si tu fais subir des trucs comme ça, si tu rajoutes à ça, non mais vraiment, bah quand t'as tes règles et que tu fais ça, crois-moi que après t'es bien fatiguée, genre moi, je vraiment. sais pas toi, mais moi une semaine avant mes règles, je deviens une tarée, hein. Genre moi vraiment... c'est pendant mes règles que je deviens folle, genre vraiment. Moi une semaine avant, alors déjà c'est la seule semaine où je me trouve moche. Oh non. Je me trouve moche, je me trouve grosse. Ma vie c'est de la merde, j'ai envie de tout foutre en l'air, de tout remettre en question. Je peux vous dire qu'une fois par mois c'est fatigant de penser à ça. Ouais bah tu m'étonnes vraiment genre. Et je suis vraiment en mode le but de la terre entière est de me casser les couilles. L'objectif de chaque personne qui respire c'est de me péter les couilles cette semaine. Bah moi c'est horrible. Moi mais c'est quand j'ai mes règles, je suis comme ça genre. Oh là là. Quand j'ai mes règles, je sais pas pourquoi genre bon bah j'ai mal au ventre et tout, je suis prête à crever, mais par contre au niveau de psychologique,
je suis bien, genre. Ouais, je suis là en mode, ah, tout va bien, j'ai mes règles, je suis bien. Je vais défoncer mon frigo, mais tout va bien. Ouais. J'ai justement, beaucoup envie de manger, moi, je suis pas là, moi, je suis pas bien parce que justement, je mange trop, genre, du coup, ça me met pas très bien. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est oui, la on divague là. voilà, Ah, mais... qu'est-ce qu'on divague? Mais ouais, mais en fait, tout est relié en soi, donc c'est pour ça. Tout ce qui est hormonal, évidemment, ça joue. Oui, et puis surtout, moi, je pense que ça touche beaucoup les femmes parce que justement, comme je t'ai dit, nous, on est plus dans l'émotionnel et tout. Ouais. Eux, ils sont beaucoup dans le rationnel, les hommes, que dans l'émotionnel. Du coup, ce qui fait que nous, on est beaucoup plus stimulés par rapport à nos émotions, à nos sentiments, etc. Et ce qu'on pense. Mais du coup, j'ai un petit diaporama. Oui, c'est trop mignon. J'aimerais tellement que là, on aurait pu filmer ta vidéo. Mais si tu veux, on peut mettre un lien où les gens puissent ah oui, ils peuvent. Oui, il y a pas de souci. Hein. Enfin, elle a préparé, genre, pour l'épisode du podcast, un PowerPoint de vraiment beaucoup de pages. Et genre, c'est tellement bien fait. Elle a fait des petits designs et tout. Genre, c'est magnifique. Genre, j'essaierai de vous mettre le lien pour que vous puissiez tout voir. Elle a vraiment fait genre une présentation magnifique et si vous avez besoin de vous renseigner sur la dépendance affective, il y a tout de marqué. Il y a aucune info qui manque. Franchement, il y a rien du tout. Genre, il y a même... vous allez avoir la définition, il y a aussi du coup qu'est-ce qui a provoqué, vous avez les points psychologiques, aussi les points sur la relation. Genre, là, il y a tout de noté. Je vais pas pouvoir tout en parler, mais genre, il y a plein de choses. Il y a aussi du coup donc les troubles psychiques comme j'ai dit, donc les maladies mentales, etc. Et oui, du coup aussi, j'ai pas parlé de ça, mais aussi vas-y, reprends. Hein. Du coup aussi, la dépendance affective, il peut y avoir la dépendance et aussi du coup de l'addiction sur des drogues, de l'alcool, les drogues dures, les drogues douces, tout ça. Et il y a aussi du coup une complication, c'est l'isolement, comme j'ai dit. On va tendance à s'isoler, ce qui va provoquer du coup de la dépression en fait au final. Et en fait c'est vraiment un mélange de tout. Tu peux être dépendant affectif sans avoir de troubles psychiques et en fait c'est ta dépendance affective au fur et à mesure à tout le temps demander de l'attention, etc. À un moment la personne qui est avec toi elle est épuisée, elle peut plus rien te donner. Et du coup, tu vas tomber en dépression parce que la personne ne te donne plus rien, en fait. Et du coup, voilà, ça fait que tu tombes dans des trucs comme ça. Et les substances aident aussi les personnes à gérer leurs émotions. Quand tu fumes, par exemple, un petit joint ou des trucs comme ça, alors ça t'aide la petite Marie-Jeanne. Voilà, la petite Marie-Jeanne, tu vois. Ça t'aide à penser à autre chose, à te détendre et tout, tu vois. L'alcool, ça aide à oublier. Ça désinhibe. C'est ça, voilà. Donc du coup, voilà, les personnes vont plus être dans l'addiction après par la suite. Donc ça peut provoquer ça. Pas chez tout le monde, hein. De toute façon, on vit chacun notre dépendance affective différemment, parce qu'on est tous différents. Et on a chacun vécu du coup nos traumas, etc. Ce qu'il a provoqué. Notamment pendant l'enfance, un manque affectif. Alors, en vrai de vrai, on s'est plus confronté au niveau de l'enfance, on est plus confronté à ça, à la création de la dépendance affective par rapport à nos parents. Si par exemple t'as eu une enfance où par exemple tes parents ne t'ont pas vraiment donné d'amour, genre il n'y a pas eu trop d'affection, de câlins, de je t'aime, etc. Moi je sais que mes parents m'ont pas non plus donné méga d'affection quand j'étais jeune. Mais parce que mes parents ont été élevés comme ça aussi, tu vois. Oui, en fait, t'as jamais manqué de rien. J'ai jamais manqué de rien, y a pas de souci. Mais les démonstrations affectives... Il y en avait pratiquement pas, quoi. C'était froid, quoi. C'était froid, voilà. Ou alors, vous savez, quand on est enfant, c'est nous-mêmes qui allons vers nos parents, tu vois. Genre, aller faire un câlin, faire un bisou. Moi, je me sais que, genre, moi, les câlins, les bisous, c'est moi qui allais voir mes parents pour leur en faire. Parce que je savais que de leur propre gré, ils ne le feraient pas, tu vois. Mais c'est pas... parce qu'ils voulaient pas m'en donner, c'est parce que ils sont comme ça, tu vois. Mais du coup, ça a créé de la dépendance affective par rapport à ça. Au fur et à mesure, parce que du coup, t'en donnes, mais t'en as pas forcément en retour, tu vois. Donc tu te dis, est-ce que mes parents... Enfin, tu vois, après, quand j'étais jeune, je me disais pas, mes parents, ils m'aiment pas, tu vois, genre... Non. Parce que sinon, j'aurais pas tout ce que j'aurais eu, etc. Genre, y a pas de souci. Mais après, oui, il y a aussi de la maltraitance, des enfants qui sont maltraités, qui sont verbalement, qui sont en fait
maltraitées aussi psychologiquement et physiquement. Et c'est tout aussi grave. Et du coup, ces personnes-là vont avoir une forme plus grave quand même de dépendance affective parce que ils ont vécu beaucoup plus de choses négatives et ils ont besoin vraiment de positif dans leur vie en soi. Et du coup, ça va être des personnes qui vont tout le temps chercher à avoir de l'affection. Ouais. Par rapport, on retrouve souvent, tu sais, les enfants qui sont placés, par exemple, qui sont à la DAS, etc., qui n'ont plus de parents, ils vont se rattacher au personnel qui s'occupe d'eux, par exemple. Et ils vont avoir une attache vraiment à avoir de l'amour pour eux. Sauf que les personnes qui travaillent dans ce genre de métier ne peuvent pas donner beaucoup d'amour, etc. Faut que ça reste quand même assez froid parce que c'est pas leurs parents. Et du coup, bah, l'enfant, il va se dire, mais j'ai pas de parents, mes parents ont été maltraitants avec moi, etc. Après, généralement, quand on est enfant, on n'a pas trop de rancune. Enfin, la plupart des enfants qui ont été maltraités n'ont pas eu de rancune contre leurs parents parce que ils ont quand même de l'amour pour leurs parents, même s'ils ont fait du mal, tu vois. Mais du coup, ils se disent, bah, mes parents ne peuvent pas me donner d'affection. Et les éducateurs ne peuvent pas m'en donner non plus parce que bah, leur métier, c'est pas de faire ça. T'en as vraiment pas beaucoup. Donc ouais, t'as genre, c'est un câlin de temps en temps, on te rassure quand tu pleures, tu vois. Mais pas de je t'aime, pas de bisous, pas de tout ça, tu vois. Genre, mais oui, vraiment. En fait, tu vis ton enfance dans le froid, en fait. C'est froid et t'es entouré plein d'autres enfants qui sont tout aussi, du coup, perturbés que toi, tu vois. Et du coup, c'est vraiment un mélange, tout ça. Donc, vraiment, ces personnes-là, on commence vraiment à... On devrait créer dans les DAS, les choses comme ça, genre des gens qui sont là. Bon, après, ça peut peut-être mener à des dérives, voilà. Mais qui sont là pour faire des petits hugs, des câlins. Parce que en vrai, les êtres humains, ils ont besoin de contact social. Mais oui, de l'affection, tout ça. Ils ont besoin de câlins. Genre, juste un câlin. Genre, moi, je suis née dans une famille où on se dit je t'aime. Mon père me dit je t'aime. Je dis je t'aime à mes frères. Je dis je t'aime à ma mère. J'ai toujours eu des câlins, des bisous à gogo, tu vois. Et même entre mes copines et tout, genre, on se fait des câlins. Après, moi, je suis très tactile comme meuf parce que j'ai eu cette éducation-là. Bien sûr. Et je vais facilement prendre les gens dans mes bras et leur faire des câlins et tout parce que j'ai besoin de ce contact et de cette chaleur humaine en mode cette personne, je l'aime bien, on est bien, tu vois, comme ça, tu vois, à se prendre dans les bras. Totalement. Et ça fait du bien au moral de faire un câlin à quelqu'un, tu vois. Bien sûr. Alors moi je suis pas comme ça, mais je comprends, tu vois, parce que justement on n'a pas été éduqués de la même façon. Moi j'ai été éduquée en fait moi mes parents c'était beaucoup en m'achetant des choses, tu vois. Genre, c'était beaucoup dans le matériel et pas forcément dans l'immatériel, donc par câlin, etc. Et du coup, bah moi ma façon de remercier les gens, c'est généralement j'achète des trucs. Genre, je fais pas forcément de câlins, etc. Genre même des attentions. Voilà, c'est des attentions que je donne pour montrer mon amour à la personne, tu vois. Et du coup, bah moi, dans mes relations où je cherchais de l'affection, c'était beaucoup dans le physique, câlin, etc., machin, blabla. Alors que personnellement, je suis pas forcément une personne qui est très physique avec les autres. Mais pour mon partenaire, j'ai besoin de ce ressenti physique, tu vois. Et du coup, moi, je vais pas être du tout tactile avec cette personne. Je vais être très matérielle avec elle. Je vais lui acheter tout ce qu'elle aime, etc., ce qu'il a envie. Et du coup, lui, moi, ce que je veux en retour, c'est pas du matériel, mais c'est de l'immatériel. C'est-à-dire des câlins, des bisous, des mots gentils, etc. Ce que je n'ai jamais eu. Franchement, je pense qu'on est tous un tout petit peu dépendants, en fait, effectivement, parce que malgré que on ait par exemple vécu comme toi dans une famille très aimante, etc., on peut quand même ressentir le besoin d'avoir une personne qui est très affectueuse, qui nous mette en confiance. Moi c'est ce que j'allais dire. Du coup moi ayant grandi et vécu dans une famille qui dit je t'aime, qui prend dans les bras, qui est très démonstrative de ses sentiments affectueusement, que ce soit amical, amoureusement et tout ça, si je ne sors pas avec un mec qui fait pas de câlin, qui, comment dire, va pas me faire de compliments, va pas me faire des bisous souvent, ou des papouilles, juste des petites papouilles, des caresses, la main dans le dos, à la taille, me prendre la main dans la rue, etc. Ah, il va me manquer un truc. Oui, bah bien sûr. Genre, moi, j'ai besoin, même mes potes, hein, mes potes, faut que je sente qu'elles m'aiment. Je vois. Moi, je suis là en mode, ah là, je t'aime, t'es ma pote et tout, je t'aime trop. Si je ressens pas cette même attention, ce même amour, je vais être frustrée. Et je vais être en mode, on ressent pas la même chose, tu vois. Alors des fois, moi j'ai des copines, elles sont juste, elles vont pas réussir
à être tactile. Parce que genre, elles sont en mode, oh là là, c'est bizarre, j'ai pas l'habitude, tu vois, ça me fait bizarre. Mais par contre, elles vont me le dire par l'écrit, elles vont me le dire avec des attentions. Enfin, tu vois, ça varie. Mais c'est vrai que, tu vois, ayant grandi dans une famille avec beaucoup d'attention, d'amour et tout ça, je peux pas, quoi. Clairement, je pourrais pas être en couple avec quelqu'un qui a une armoire à glace froide, quoi. C'est pas possible. Il faut quelqu'un de chaleureux. Genre, moi, du coup, moi, j'ai besoin aussi, du coup, de quelqu'un chaleureux parce que, moi, j'ai pas vécu ça, tu vois. Donc, j'ai besoin de ressentir ça, tu vois. Mais après, genre, il y a des personnes, je sais pas, qui ont besoin de quelqu'un qui démontre pas, tu vois. Oui. Mais du coup, genre, ça fait pas partie de la dépendance affective, mais c'est pas grave, mais... Va falloir qu'on se remette droit dans le sujet quand même, à un moment donné. On fait que parce qu'on est à 1 heure, on a trop divergé, là. On a trop divagué. Vraiment, je te jure. Revenons sur la dépendance. Revenons à nos moutons. Donc ça, j'en avais déjà parlé. Et on voulait surtout aborder, comment on faisait pour en guérir, etc. Déjà, nous, le partenaire à sa propre échelle, qu'est-ce qu'il peut faire, du coup, avec une personne qui est dépendante affective? Donc déjà, c'est d'en parler avec elle. Si par exemple votre partenaire ne vous en parle pas elle-même qu'elle est dépendante, mais que vous remarquez des similitudes, etc., des points forts qu'elle a, qui sont de la dépendance affective, vous pouvez en parler avec elle et lui demander comment ça s'est passé et pourquoi elle réagit comme ça et pourquoi elle a autant besoin d'affection et pourquoi autant d'attention. La personne soit va réagir positivement et elle va vous expliquer parce qu'elle a envie que ça se passe bien, etc. Soit la personne peut se renfermer sur elle-même et pas du tout vous dire pourquoi et qu'elle comprend pas pourquoi vous êtes comme ça, qu'elle demande pas forcément des trucs de fou et tout, tu vois. Mais surtout, c'est imposer vos limites. Mettez des limites à la personne. Par exemple, si elle vous demande 50 messages par jour, vous lui dites « Mais ça va pas, genre, c'est pas possible que je t'envoie 50 messages. » Parce qu'il faut lui faire comprendre à cette personne que vous aussi, vous avez votre vie à part entière. Faut lui expliquer que, genre, c'est pas parce que vous allez être 1 heure ou vous allez passer la journée au travail que vous pensez plus à elle. Genre, c'est normal, on vit notre vie. On a besoin d'argent, on a besoin de travailler, on a besoin de tout ça. C'est pas parce que vous allez partir 2 heures pour aller faire votre sport que vous allez forcément draguer là-bas, etc. C'est vrai que ça peut être lourd, mais je pense qu'avoir une discussion tout de suite avec la personne où vous prenez le temps d'expliquer, etc., où vous prenez le temps de parler, la personne elle dit tout ce qu'elle pense, vous dites ce que vous pensez aussi. Bien sûr, en respectant l'autre et en étant tout à fait gentil, etc., respectueux, tout ça, en prenant en compte aussi les émotions de la personne qu'on a en face, et de lui proposer à ce moment-là de faire une thérapie de couple, ou alors aller voir un psychiatre pour justement voir... Un psychiatre ou un psychologue ? Tu peux voir un psychologue, mais c'est mieux un psychiatre. Parce que s'il y a un trouble psychologique avec, donc dépression, bipolarité, etc., le psychiatre va plus facilement déceler justement cette dépendance affective et te dire pourquoi cette dépendance affective est arrivée. Si c'est par rapport à un traumatisme, c'est par rapport à une maladie psychiatrique, ou alors lié à, par exemple, à un trouble durant l'enfance, ou parce que ça n'a pas bien passé avec ta personne précédente, ou alors parce que t'as subi l'isolement, etc., tu vois. Ok. Donc en fait, le psychiatre va être plus dans l'analyse et dans un ensemble général. Que le psychologue, il va te dire, oui, t'es dépendante affective, etc. Il va peut-être te dire pourquoi, mais c'est moins développé qu'un psychiatre. Et le plus important, c'est de savoir, du coup, en fait... plutôt savoir est-ce qu'il y a une maladie psychiatrique après par la suite. Derrière, parce qu'il y a des traitements qui existent du coup. Il y a des thérapies, etc. qui vont t'aider. Après, il y a peut-être une prise de médicaments si c'est vraiment... bien prononcé. Bien prononcé, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut aller voir quand même un professionnel, un psychologue ou un psychiatre. Mais je préconise plutôt un psychiatre, mais un psychologue ça fonctionne très bien aussi, hein. Ça dépend des budgets de chacun hein, dans tous les cas, donc voilà. Ou alors tout simplement aussi vraiment chercher des moyens. Il y a des gens qui utilisent par exemple du coaching, qui utilisent le yoga, qui utilisent la méditation, qui utilisent tout ça pour justement après par la suite être un peu mieux et justement à guérir de cette dépendance affective. Et aussi prenez du temps pour prendre soin de vous. Ouais, c'était ça que je pensais. Ouais, moi je pense à ça aussi, c'est que moi il y a des jours
je me pose le dimanche, généralement le dimanche, on a tous notre dimanche, je me pose chez moi, je me fais plein de soins, etc. Si ça vous plaît de vous épiler, de faire je sais pas quoi, tu vois, genre prenez soin de vous. Genre, prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. Faut vraiment, et aussi la méditation, ça marche super bien, si vous voulez genre vous connaître mieux, etc. Ou ceux alors, qui ont un peu de mal, moi je vous conseille de faire des méditations guidées. Ouais, c'est super surtout sur le soir YouTube avant de et tout, s'endormir. ouais. Moi, pour avoir testé, alors des méditations toute seule, j'ai du mal. Ouais. Parce que je suis vite distraite par n'importe quoi. Mais le soir, avant de dormir, des méditations guidées, incroyable. Genre, j'adore. Et tu dors trop bien après, genre. Vas-y, donne un artiste que t'as bien aimé comme méditation. Si t'en as Je un. sais pas, moi, genre, il y en a, c'est un homme, je sais que j'écoute, mais... Moi, par exemple, si vous voulez essayer la méditation guidée, Mike Méditation sur YouTube. Il est vraiment extraordinaire, il a une très belle voix. Et après, si vous êtes sensible à la ASMR, franchement, ASMR Kali, elle est incroyable. C'est une vraie queen de la ASMR. Ouais. Et moi, il n'y a que elle qui arrive à me faire dormir. Quand j'ai eu des moments où j'étais pas bien, c'était elle qui arrivait à bien m'endormir. Et puis, elle fait pas des séances de méditation, mais juste des fois, elle te fait des séances un peu de self-love, tu vois. Genre, elle te complimente, elle te fait comment on dit, des pensées positives, des affirmations positives. Et ça fait beaucoup de bien en vrai, genre n'hésitez pas, ASMR Kali et Mike Méditation, très très bien je trouve. Et du coup moi c'est Cédric Michel que j'écoute. Cédric Michel, ok. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et en termes d'ASMR, moi j'aime un peu de tout, donc en vrai oui ça peut aider à votre esprit à vraiment se calmer, à se canaliser, vraiment en fait... plus vous allez développer en fait de l'amour pour vous, parce que du coup vous allez donner de l'affection à vous-même en fait en vous pomponnant, en vous faisant des soins, etc. Ouais. Et c'est super important pour retrouver une confiance et ne plus être dépendante des autres. Et affaiblir du coup cette dépendance affective, c'est comme ça que vous allez la niquer en fait. Genre, on pourrait donner comme exemple, alors il y a la skincare comme a dit Manon, vous pouvez vous faire, voilà, masque des cheveux, si vous vous épilez, vous vous épilez. Ou alors, je sais pas, si vous avez un petit peu un budget, allez chez un masseur, si vous avez besoin de vous faire masser, allez des vous trucs faire comme masser, ça, par les exemple. instituts, tout ça. Vous pouvez, voilà, vous faire une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle coloration, si vous avez envie d'apprendre à faire d'autres coiffures au niveau de votre style. Essayez de trouver un style vestimentaire dans lequel vous vous sentez bien. Genre déjà, si on passe par le physique... Ouais. Même sur le moment, tu y crois pas trop. Genre, je crois beaucoup moi, au fake it, make it. Parce que si t'y crois pas, au moins fais semblant. C'est ça, ouais. Genre, si tu commences déjà en mode t'as ta tenue, ta coiffure, ton make-up, t'es bien et tout, déjà ça va t'aider. Et après, l'intérieur va suivre. C'est ça. C'est un ensemble en fait. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Genre, fake it until you make it. Parce que, en fait, genre, moi, j'avais pas du tout confiance. Et au fur et à mesure, j'ai fait semblant d'avoir confiance. Et au final, t'as une confiance. La confiance, elle arrive petit à petit. Mais oui, tu vois. Genre, c'est un ensemble. C'est vraiment... plus vous allez penser, genre, positif, parce que souvent, une dépendance affective pense négatif. Plus vous pensez positif, plus vous allez aller mieux, en fait. Ça va être vraiment... merde. C'est ça, vraiment. Saucez-vous, vraiment. Même si, par exemple, vous voyez que des défauts dans le miroir, il y a bien au moins un truc chez vous que vous aimez. Et au final, au fur et à mesure, il y aura plusieurs choses que vous allez aimer chez vous. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux, en fait. Mais il y a des jours, forcément, on va se trouver moins beau, etc. Comme genre je disais, pendant les règles. Pendant les règles. Normal, déjà, on a le ventre tout gonflé. Enfin, genre, on n'est pas bien. On a des boutons. Voilà. Moi, je sais que j'ai les cheveux beaucoup plus gras. Moi, j'ai de l'acné au niveau du menton. Genre, là, j'ai un reste, par exemple. Même au niveau de la transpiration, c'est plus prononcé. Ouais, c'est parfois. ça. On peut être gêné par nos odeurs aussi au niveau des règles. Genre, ça peut être tout ça, tu vois. Genre, ça peut être... Mais c'est normal d'avoir des bas dans la vie, de toute façon, dans tous les cas. Genre, faut pas oublier, qu'en tant que femme, les hormones au niveau de l'état psychologique, on n'est pas gâtés. Nous, on est niqués. Vraiment, genre. Donc, non, mais mais du coup, être dépendant affectif, c'est vraiment travailler sur soi, en fait. Le principal travail, c'est sur soi. C'est, voilà. Vous pouvez vous faire aider vraiment par une aide extérieure professionnelle. Mais en plus, si c'est lourd. C'est pas être faible. Vous pouvez pas y arriver tout seul. Tu vois, c'est pas être faible de demander de l'aide, genre c'est... Demander de l'aide. C'est
en fait, c'est juste pour vous. Un coup de pouce. Pour votre quotidien, pour votre confort à vous, c'est juste pour aller mieux, genre. Pour vous dire que par la suite, après, vous serez plus forte, ou plus fort, excusez-moi, parce que ça peut être les deux genres, ça peut vous rendre encore plus fort et par la suite... Chouchoutez-vous, quoi. Ouais, vraiment. Parce que en soi, comme on dit, on se prend trop la tête, parce que en soi, on vit qu'une seule vie, les gars. Genre vraiment, vous allez vivre avec genre votre corps, votre tout ça, donc votre âme, vous pourrez pas tout changer, genre. Non. Vous pourrez pas tout changer, donc dans tous les cas, apprenez vivez à faire avec ce que vous avez. Voilà, c'est ça. T'aimes pas ta morphologie, je sais pas, ou des trucs comme ça, mais ma puce, genre, déjà ton corps il fonctionne. Si t'as un corps qui fonctionne, c'est déjà une chance. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Vraiment. Genre, t'es en bonne santé. Ok, t'as des kilos en trop, ou alors t'es trop mince, ou t'es trop mince. Voilà. Ouais, mais meuf, tu vis genre. Ouais, ton voilà. corps il fonctionne. Genre en fait, c'est déjà ouf. C'est déjà remercier votre corps déjà de vous maintenir en vie, que votre cœur bat, que vous puissiez respirer, que vous puissiez voir tout ce qui nous entoure. Genre, on a des paysages qui sont merveilleux et pourquoi on se prend la tête tellement, mais moi je trouve qu'on se prend trop la tête et je dis ça, mais genre même moi-même je suis horrible, hein. Même moi je me critique et tout physiquement et tout, il y a pas de souci, hein. Mais on vit tellement à travers notre apparence en ce moment, c'est vraiment que ça qui compte, alors qu'il y a tellement de choses à découvrir dans notre monde. Mais enfin, oui. Je sais pas, il y a des activités à découvrir. Mais il y a tellement de choses, des personnes à découvrir, de compétences à acquérir. Mais bien sûr. Et justement, je pense que c'est en développant tout ça, c'est en voyageant, en prenant vraiment... Découvrant qui on est. Voilà, en découvrant qui on est vraiment, qu'on se détache totalement de notre apparence physique et de se trouver soi-même, en fait, psychologiquement, etc. Votre vrai vous, en fait, au final, genre. Vous le trouverez et ça ira beaucoup mieux, genre. Donc, en fait, si vous avez par exemple des rêves de voyage ou des rêves ou de métier, etc., je pense que c'est le meilleur moyen pour être épanoui. C'est le meilleur boost de confiance en soi que de suivre ses rêves et d'aller accomplir ce qu'on a envie de faire, quoi. Et en plus, si vous les concrétisez et tout, ça fonctionne. Oh bah alors là vous êtes au top du top, genre vraiment. C'est trop bien, quoi. Vraiment. Mais ouais, si vous avez un objectif de métier, si vous avez un rêve de voyager à tel endroit, je sais pas, d'ouvrir votre propre entreprise, je sais pas. Bien sûr. Mais lancez-vous à fond dans le truc, les gars, allez-y, hein. On n'a qu'une vie. Et c'est ça que je voulais revenir sur ça. On n'est pas assez conscient qu'un jour on va crever. Mais vraiment. Et on ne sait pas quand on va crever. C'est ça le pire, oui. Genre, c'est pas comme si on avait une date de péremption et on était en mode ok, alors je prévois mon petit calendrier, dans telle année je fais ça, dans telle année je fais ça. Bien sûr. C'est horrible ce que je vais dire, mais tu peux aussi bien mourir à 90 ans que demain. Genre, tu ne sais pas. Donc, mais bien sûr. Passe pas ta vie, vraiment. Oh putain, l'épisode de développement personnel. Passe pas ta vie à te reprocher des choses, à te détester. Fais des choses que tu kiffes. Enfin, moi, mon objectif de vie, c'est clairement, je me lève et le but de ma journée, c'est de faire un truc que j'aime. Au moins une seule chose, tu vois. Même si je sais, il y a des obligations, genre faut aller travailler, des fois t'aimes pas ton taf, c'est compliqué, ou tu dois être en contact avec des personnes que t'aimes pas, peu importe et tout ça. Mais fais au moins une chose par jour, je te jure, ça va tout changer, que tu kiffes. Accorde-toi 1 heure, je sais pas si t'aimes lire, accorde-toi 1 heure pour lire. Bien sûr. Quoi qu'il arrive dans ton programme, tu as tes 1 heure pour lire. Si t'as envie de faire un gâteau, que t'as vu la recette il y a 4 mois et tu trouves pas le temps, prends le temps de faire ce putain de gâteau. Ouais. Si tu veux écrire ton journal, prends le temps d'écrire ton journal. Genre, regarder cette série que ça fait 20 ans que tu dis que tu vas la regarder et que t'as pas le temps, fais-le, genre. Mais au moins un plaisir par jour. Mais bien sûr. Profite, vraiment, c'est trop important et le temps passe très vite. Mais bien sûr, et surtout, genre, c'est pas par exemple comme si vous allez voir par exemple une personne qui est super heureuse parce qu'elle a fait un super grand voyage, etc. Et que vous avez pas forcément l'argent tout de suite ou etc. Vous comparez pas aux autres. Comparez pas aux autres, exactement. Faites à votre rythme, à vous. Vraiment, genre, c'est pas parce que la personne elle est partie à l'autre bout du monde, qu'elle est revenue et que elle va beaucoup mieux dans sa vie. C'est pas parce que vous allez partir à l'autre bout du monde que ça se trouve vous allez revenir, vous allez faire waouh, maintenant ça va mieux, genre. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve c'est exactement en faisant un gâteau au chocolat que genre juste après vous allez faire mais
C'est tellement... Mais ouais, c'est ça. C'est ce putain de gâteau, genre vraiment. Tu vois, genre... Les gens sur les réseaux vous montrent que ce qu'ils veulent bien vous montrer. Ils montrent que le positif, alors que... vous savez pas, vous connaissez pas la vraie vie des gens. Même des fois, t'es proche avec des amis, bien sûr, t'es proche avec ta famille, et ils te parlent pas d'un problème qu'ils ont, et quand tu le découvres, t'es en mode « Ah ouais, mais je croyais que cette personne, elle était tellement heureuse dans sa vie. Genre, elle montrait tellement que le positif. » Et en fait, tu te rends compte qu'elle avait un problème horrible sur les épaules. On en a parlé tout à l'heure, justement, à table. C'est pas genre, possible. on a parlé de plein de choses, mais ouais, genre... ouais, vous comparez pas parce que vous savez pas ce que les personnes en réalité vivent sur les réseaux. Justement, les réseaux, c'est un peu le côté trop parfait. C'est ça. Ça fait du bien d'y aller de temps en temps, mais il faut pas oublier que ce n'est pas la vraie vie des gens. On va pas raconter nos traumas sur les réseaux. On va pas dire que ça se passe mal dans notre vie, on a tel problème d'argent, on a perdu un proche, on va pas l'exposer. Mais par contre, on va dire que j'ai acheté ce nouvel outfit, je me suis fait telle coiffure, je suis partie à Mykonos. Mais vraiment... Genre voilà, pour ça, faut pas trop se comparer. C'est ça. Et puis même, dans tous les cas, les réseaux sociaux, ouais, vous montrent ce qu'ils veulent, les gens vous montrent ce qu'ils veulent, tout est codifié, hein, vraiment, hein, pensez, tout est scénarisé, tout... Maintenant, il n'y a plus rien de réellement vrai, en fait, en soi. Même des vidéos que tu vois de gens qui vont dans des endroits où c'est super beau, tu y vas toi-même, ça ressemble pas du tout à ça. C'est entouré genre, de tourisme, c'est pas du tout comme ça, les t'es là, t'es comme ça dans mode... Ils sont... Ouais, autant de gens, déjà, donc... Mais, par exemple, c'est pas... Tout est fake sur les réseaux, sur Instagram, il y a plein de filles qui refont leur corps. Enjolivé, voilà, c'est ça, genre. J'aurais juste une dernière question. Ouais. Si tu avais une personne devant toi qui était victime de dépendance affective, ça serait quoi ton conseil pour cette personne ? La première chose que je lui dirais, c'est de prendre du recul par rapport à la situation. Si elle arrive à s'auto-analyser et à voir d'où ça vient elle-même. Si elle le voit pas et qu'elle comprend pas d'où ça vient, ça peut être lié à des traumatismes et du coup le cerveau peut avoir fait effacer ce moment-là, tu vois. Ça peut très bien aussi être par rapport, comme j'ai dit, à un traumatisme comme un viol ou une agression sexuelle et tout. Ça peut aussi devenir par rapport à ça aussi. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez, comme tu as dit aussi, ça, aller voir un hypnotiseur pour se rappeler justement de ça ou justement un psychologue, etc. Mais ouais, la première chose, c'est d'analyser d'où vient le problème tout de suite en fait. Comment t'es venue cette dépendance affective ? Des fois, il y a des personnes qui vont savoir tout de suite d'où ça vient et d'autres qui ne savent pas du tout. Donc dans ces moments-là, en fait ça, je dirais qu'il y a des tips pour chaque personne et chaque type de dépendance affective. Et du coup, vu comme je dis, on a chacun vécu nos trucs, on est tous différents. Et donc, il n'y a pas vraiment des tips universels, mais je dirais juste vraiment analyser dès le début, quoi. Et surtout qu'elles prennent soin d'elles. Et merci beaucoup Manon. Merci à toi, hein, c'était super cool. Bravo encore une fois pour ton PowerPoint sur la dépendance affective, c'était incroyable. Je te l'enverrai par mail et puis... Tu es fait pour faire ce métier. Genre fabriqueuse de PowerPoint, c'est incroyable comment t'as fait ça. J'essaierai de mettre le lien sur Spotify, etc. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast si vous avez aimé cet épisode. En attendant, prenez soin de vous, comme on vous disait avec Manon. Et on vous dit à très bientôt dans un nouvel épisode de Dolly Talk. Ciao, ciao. Mouah, bisous.